Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. 2025, le monde avance, mais les menaces sur les droits des minorités aussi. À quelques jours de l'investiture de Donald Trump, nous avons décidé de faire un point sur ces tensions grandissantes. Ce sera en première partie avec notre invité Jean-Luc Romero. Tous les handicaps ne se voient pas nécessairement. On en parle avec Petite Mule, le média qui sensibilise aux handicaps invisibles. On sera avec l'une des fondatrices. Dans son panorama, Louisa Garottiard vous propose un documentaire sur le musicien Avicii, un grand nom de la scène électropop qui nous a quittés il y a quelques années maintenant. Mais tout de suite, place à l'actualité de l'éducation avec Louisa. Bonsoir Louisa. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec l'annonce du ministère de l'Éducation qui a précisé ce matin que l'obtention du brevet pour passer en seconde ne sera finalement pas obligatoire. Oui, le brevet ne sera pas rendu obligatoire pour accéder à la classe de seconde, a annoncé le ministère ce matin dans le point presse. Alors que l'ancien gouvernement avait introduit cette mesure à ambition juin 2027, la nouvelle ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, est revenue sur cette décision annoncée en novembre par Anne Genetet. Il a été avancé ce matin, je cite, Elisabeth Borne souhaite faire confiance aux professeurs et aux conseils de classe. Lorsqu'un conseil de classe de fin de troisième estime qu'un élève est susceptible de passer en seconde, cet élève passe en seconde. Et le passage du brevet reste une obligation, mais l'obtention du brevet n'en est pas une. Si un élève n'obtient pas le brevet, la ministre souhaite mettre en place des dispositifs d'accompagnement dès 2026. Quant à la forme que prendront ces dispositifs, le ministère de l'Éducation les communiquera dans un second temps. On poursuit avec une décision du Sénat qui a opté cette nuit pour la suppression de la quasi-totalité du budget du service national universel, le SNU. Ni possible, ni souhaitable, voici ce qu'a annoncé la Haute Assemblée hier soir. C'était une des mesures phares d'Emmanuel Macron, à mi-chemin entre services civiques et militaires à destination des filles et des garçons de 15 à 17 ans. Le service national universel devait se généraliser en seconde dès 2026. Pour rappel, le SNU avait pour vocation de renforcer les valeurs de la République auprès des jeunes, avec des enseignements sportifs, culturels et intellectuels. Journée marquée par la levée du drapeau français et le port de l'uniforme. La suppression du SNU permettrait une économie de 100 millions d'euros. Et 80 seraient reversés au sport. Pour le sénateur PS Éric Jean Sanetta, ce projet n'est pas à envisager car, je cite, « Il est difficile de trouver suffisamment de centres. Le recrutement des encadrants est aussi un défi majeur et le coût du SNU généralisé serait faramineux. La Cour des comptes l'estime entre 3,5 et 5 milliards d'euros par an. » Pour Marie Barsac, la ministre des Sports et de la Jeunesse, je cite, « Il n'est pas opportun de sacrifier le SNU au profit du sport » et précise qu'un groupe de travail interministériel sera chargé de proposer des évolutions pour la rentrée scolaire. Affaire à suivre après une potentielle commission mixte paritaire entre députés et sénateurs. Et pour continuer sur le volet finances publiques, on apprend la baisse de financement pour les missions locales consacrées à l'emploi et à l'autonomie des jeunes de 16 à 25 ans. C'est un cri d'alerte qui a été lancé par l'Union nationale des missions locales après une décision de l'État qui prévoit de réduire ses financements de 6%. Si le budget 2025 n'est pas encore voté, les crédits de l'État, principal financeur des missions locales, sont revus à la baisse, passant de 630 millions à 600 millions d'euros. À cela s'ajoute la diminution des financements de régions. C'est près d'1 million de jeunes qui étaient soutenus chaque année. Alors quel impact couperait si ces subventions étaient abandonnées pour les jeunes? On écoute Ahmed El Kadiri, délégué général de l'Union nationale des missions locales, au micro de Luc Chemla. Ça va être également financer des déplacements ou une nuitée d'hôtel pour permettre à un jeune d'aller passer un entretien en vue d'un emploi. Et aujourd'hui, si on n'a plus ces moyens-là, ça veut dire que pour certains jeunes, du coup, ils vont être assignés à résidence, notamment les jeunes ruraux. Et qu'en pensent les jeunes qui bénéficient des services de mission locale? Voici ce que disaient Emma et Abdallah, 24 et 19 ans, au micro de Luc Chemla. Moi, j'ai un peu du mal à rester branché sur quelque chose et comme la mission locale nous appelle souvent pour voir comment ça avance, etc. Ça me pousse de l'avant, quoi. Je peux aussi avoir des petites aides financières par rapport à, par exemple, à mon passage de permis ou de code, etc. J'ai besoin de ces aides financières. Si on n'a plus ça, c'est très très difficile de vivre. Et en attendant, les missions locales ont mis en place une task force sur la question des financements et espèrent des engagements de la part des collectivités. Et alors que les candidatures pour Parcoursup sont ouvertes depuis 2 jours, les universités encouragent les étudiants étrangers à demander une aide pour réduire leurs frais d'inscription. Depuis 2019, les étudiants hors Union européenne doivent payer des frais onéreux de scolarité 16 fois plus élevés. Alors si 5% des universités appliquent ces frais d'inscription, 60% exonèrent totalement les étudiants. Beaucoup
beaucoup d'universités avaient voté contre cette mesure et invitent les étudiants à solliciter des aides. Mais sur quels critères se basent les universités pour ne pas appliquer ces frais de scolarité? On va écouter Dean Lévis, qui est le vice-président de France Université, également président de l'Université de Bordeaux, au micro de Sonia Princet sur France Inter. Beaucoup d'universités se sont référées au classement de la Banque mondiale, donc le niveau économique des pays. Et par exemple, pour les pays qui sont les moins bien classés, donc souvent les universités ont proposé de garder une exonération des droits différenciés. Je pense à des pays comme le Maroc, le Sénégal. Hein. Et à contrario, on peut estimer que les pays comme les États-Unis ou le Canada, eux, ne sont pas concernés, donc doivent payer les droits différenciés. Vous avez aussi des établissements qui ont fait le choix aussi d'avoir une exonération totale pour les étudiants ukrainiens ou les étudiants venant du Liban. Chaque université peut prendre ses décisions de façon autonome, mais ne doit pas exonérer plus de 10% de l'ensemble des étudiants. L'ouverture à l'international reste un critère essentiel dans la tradition des universités, notamment côté recherche, qui est en France effectuée par près de 50% des étudiants étrangers. On se rend à Dessines-Charpieu, près de Lyon, où le groupe scolaire musulman Al-Kindi se mobilise après la perte de ses subventions de la part de l'État. Fabienne Bussiot, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a, je cite, décidé de résilier les 3 contrats liant l'État à l'école élémentaire, au collège et au lycée Al-Kindi, suite à des atteintes aux valeurs de la République. 617 élèves et 36 enseignants sont engagés dans cette mesure. La direction de l'établissement a porté cette décision devant la justice. La préfecture reproche à l'établissement une discrimination contre les filles dans le règlement intérieur, des propos à l'encontre des valeurs de la République de la part d'un enseignant et des livres religieux et radicaux au centre de documentation et d'information du collège. La direction se défend d'avoir régularisé chaque situation après rappel de l'État et se dit ouverte à la préfecture afin d'en discuter. Le directeur adjoint, Karim Chihi, précise « On a toujours respecté les valeurs de la République, cela va de soi. Nous aspirions à être sous contrat justement parce que nous respectons les valeurs de la République. Nous ne sommes pas hors sol, nous sommes français. » Et en attendant, une cagnotte a été ouverte afin de pallier la perte des subventions publiques. On termine ce journal avec la 6e édition du prix Chercheurs en actes qui valorise les équipes éducatives et leurs recherches. Oui, ce prix qui permet d'enrichir les connaissances des élèves concerne les établissements de tous les niveaux d'enseignement, primaires, collèges et lycées publics et privés. Il récompense les équipes pédagogiques qui, je cite, s'appuie sur la recherche et l'expérimentation dans la réflexion de leurs pratiques. Pour le gagnant, il y aura 5 000 € à la clé, mais avant cela, le projet devra répondre à plusieurs critères: égalité des chances, confiance en soi et envie d'apprendre, et encore handicap et scolarité inclusive. Les candidatures sont à déposer avant le 20 avril. La remise des prix aura lieu à la rentrée de septembre 2025 et toutes les informations sont à retrouver sur le site réseau-canopé.fr. Merci beaucoup, Louisa. Donald Trump, 45e président des États-Unis, sera investi la semaine prochaine. Et avec lui, une politique particulièrement répressive envers les minorités, et en particulier LGBTQIA+. Alors, on va parler justement du droit de ces minorités en danger avec Jean-Luc Romero-Michel, adjoint au maire de Paris. Jean-Luc Romero-Michel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le Grand JT. Je suis ravie de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle année 2025. Tous mes vœux. Vous êtes adjoint à la mairie de Paris, chargé des droits humains, de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Il faut en parler encore et encore justement de cette lutte contre les discriminations, des droits humains et notamment de Donald Trump. Je cite, « Il faut stopper le délire transgenre », a-t-il déclaré. Le 45e président des États-Unis, qui sera investi d'ici quelques jours, là c'est vraiment imminent, n'a jamais cessé ses frappes contre cette minorité, déclarant, et je cite à nouveau, « Je signerai des décrets pour mettre fin aux mutilations sexuelles des enfants, exclure les transgenres de l'armée et les exclure des écoles primaires, des collèges et des lycées. » Est-ce que c'est possible, Jean-Luc Romero-Michel, d'en arriver là aux États-Unis, dont on dit que c'est la plus grande démocratie du monde, dont on dit que les droits ont été libérés. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on assiste à un délire de Donald Trump
énième délire ou est-ce un délire qui est malheureusement soutenu par des gens. Il a été élu, et bien élu cette fois-ci, contrairement à la dernière fois. Et puis vous savez, il a mis beaucoup d'argent dans cette campagne. On l'oublie, il a fait à peu près 75 millions de dollars de publicité consacrée à la question trans. C'est-à-dire que dans cette campagne, il en a fait une espèce d'épouvantail, comme le wokisme, etc. Tout ça, personne ne sait ce que ça veut vraiment dire. Et avec cette idée de dire que dans les écoles, on allait presque dire à vos enfants qu'ils allaient pouvoir choisir leur sexe, etc. Enfin, avec des fake news à longueur de temps, comme il sait les faire, puis maintenant en plus avec l'appui de réseaux sociaux puissants, puisqu'il a quand même Elon Musk à ses côtés qui l'aide dans ce domaine. Et ils ont fait ça d'un épouvantail, et ça a malheureusement en partie marché. Mais ce qui est quand même terrible, c'est qu'il faut penser que derrière, il y a des femmes et des hommes qui sont dans ces situations-là et qui aujourd'hui sont des vraies cibles qui vont perdre plein de droits. D'ailleurs, globalement, tout le monde, je ne sais pas si vous avez vu, il y a, je crois que c'était ce matin, une dépêche qui nous disait qu'actuellement aux États-Unis, il y avait un nombre considérable de mariages de personnes de même sexe parce qu'ils ont peur qu'on revienne aussi sur leurs droits. Vous savez, il y a 130 lois aujourd'hui qui sont prêtes aux États-Unis pour enlever quasiment tous les droits des personnes LGBT. Donc derrière les personnes trans, ceux qui se disent oui, juste les personnes trans, non, d'abord ils ont le droit d'être défendus, elles ont le droit d'être défendues comme les autres, mais c'est aussi tout ce qu'il y aura derrière. Et puis c'est pas que ça, on parle effectivement des personnes trans, mais c'est aussi, par exemple, ce dont vous parlez dans l'actualité, tous ces Américains et ces Américaines qui sont précipités pour acheter des pilules abortives. C'est-à-dire que c'est un vrai recul, en tout cas, qui est signifiant, on a l'impression, on y arrive, et j'aimerais votre opinion là-dessus, pour arriver vers vraiment un élan conservateur très marqué, un retour, si je puis dire, et je n'irai même pas aux valeurs, parce que je ne sais même pas si ces valeurs existaient avant, en fait, mais une sorte d'élan conservateur très marqué. Mais qui existe dans une partie de l'Amérique, et qui en plus a un pouvoir considérable, parce que leur système électoral les favorise. Quand vous pensez quand même que la Californie, l'État de New York, ont 2 sénateurs au même titre que des tout petits États, et que dans le cadre de la répartition des grands électeurs qui, au final, élisent le président, on voit que c'est ces petits États. Et donc, c'est pas forcément ce que pense l'immense majorité des Américains, mais le système électoral favorise ça, favorise évidemment cette montée religieuse qui existe et qui est quand même extrêmement forte et sur lequel Donald Trump a beaucoup joué, continue à jouer, soutenu par les évangélistes d'une manière incroyable, avec des propos qui sont tenus, on peut se dire... la religion, ça doit prôner l'amour, la paix, mais les propos qui ont été tenus pendant la campagne électorale par certains évangélistes est absolument délirant. Et puis, il dresse le portrait d'une Amérique qui, avec les démocrates ou avec d'autres, aurait pu devenir tellement dégénérative que certains finissent par avoir peur, alors que c'est évidemment totalement des délires basés sur des fake news. Et on sait que toute la politique, et aujourd'hui on le voit, parce que quand vous disiez Donald Trump, mais c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On va y venir à parler effectivement du reste du monde, bien entendu, mais c'est vrai que là, sur l'actualité, on est effectivement avec l'investiture de Donald Trump qui va être là, imminente. Et donc, le poids qui est marqué, c'est un autre sujet, mais là, on voit bien effectivement avec ce cessez-le-feu qui arriverait effectivement à Gaza, il se dit qu'il est lui-même le garant de cette paix qui va arriver, et c'est lui qui est porteur. Bon, bref, cette désinformation dont vous parlez, qui est très importante, effectivement, comment la garantir dans un pays qui est rongé par les fake news? Vous venez de parler de Mark Zuckerberg juste avant, patron du groupe Meta. Je rappelle quand même qu'il a annoncé donc la fin des modérations, la fin on appelle ça du fact-checking, donc ça veut dire de vérifier les faits. C'est extrêmement grave parce qu'avec l'IA qui arrive, avec les faits, ça veut dire qu'on va clairement de plus en plus être amené à voir, et non plus par l'algorithme, davantage de fake news. C'est, je pense, malheureusement déjà un peu le cas. C'est son argument de Mark Zuckerberg. C'est déjà le cas, en fait. On est déjà dans la désinformation. Que les principaux réseaux sociaux aujourd'hui sont dirigés par des personnes qui acceptent que les fake news fassent la loi. C'est absolument quelque chose de terrible. Et vous, en tant que journaliste, aujourd'hui, vous allez être noyé dans ces réseaux sociaux dont on voit bien, notamment les jeunes générations, ils sont tout le temps sur ces réseaux sociaux. Et donc, les informations qu'ils ont sont celles-là. Et ces informations ne sont pas vérifiées. Et on voit à quel point le mal que ça peut faire, la haine que
que ça diffuse, pour en plus une conception qui est celle de Donald Trump, mais aujourd'hui de tous les populistes dans le monde entier, de défendre soi-disant une liberté d'expression. Mais moi, la liberté d'expression, elle a obligatoirement quand même des limites. La liberté d'expression, ça peut pas être d'appeler au meurtre des gens, ça peut pas être d'appeler à exterminer, à discriminer les gens. Mais justement, la liberté commence justement mais parce qu'il y a une non-liberté de pouvoir dire ce qu'on veut. Tout à fait. Voilà. Et donc pour eux, ils ont décidé d'avoir une liberté totale, et cette liberté totale, eh bien, elle permet notamment, et on commence toujours, vous savez, quand on a des populistes, ils s'attaquent à qui d'abord? Ils s'attaquent aux migrants, c'est très facile, ils s'attaquent aux femmes, et ils s'attaquent aux personnes LGBT. Et c'est ce qu'on est en train d'assister aux États-Unis, en Italie et dans plein de pays du monde aujourd'hui. Pour revenir à Mark Zuckerberg, c'est exactement ce qu'il dit par rapport à la fin des modérateurs. Il dit clairement que les modérateurs sont trop woke, je reprends encore le terme, donc pro-LGBT, et donc il craint pour l'avenir des États-Unis. Est-ce qu'on peut, et c'est l'occasion, et vous en avez parlé dès le départ, redire ce que c'est que le wokisme? Parce que personne ne sait ce que c'est. Le wokisme, même moi-même, je ne sais pas ce que c'est. Ça veut dire, être éveillé. Le mot woke veut dire... Donc, woken. Voilà, être éveillé. Et, comment dire, c'est vrai qu'un certain nombre de minorités s'estimaient pas prises en compte et sont revenues sur, je dirais peut-être, un repli identitaire qui, au final, fait aujourd'hui la joie des extrémistes qui en jouent là-dessus, et qui est d'ailleurs le contraire aussi un peu de notre universalisme républicain. Le wokisme, ça veut rien dire en fait. Je vous dis, les conservateurs passent leur temps à parler de ça, mais c'est quoi dans la réalité? C'est quoi? C'est de dire que demain, chacun va pouvoir devenir, les enfants vont pouvoir choisir d'être trans à l'école. C'est un des grandes fake news qu'a d'ailleurs abordé à longueur de temps Donald Trump dans sa campagne, et qu'aborde certains leaders aussi en Europe. C'est ça, Afrique, par exemple. Asie, voilà. Et tout ça n'a pas de sens en soi. C'est trouver un espèce d'ennemi qui va faire peur, de société qui n'existera jamais, comme la théorie du genre. La théorie du genre, c'est quoi? Ça n'existe pas dans la réalité. Mais c'est justement utiliser ça pour faire peur, parce que personne ne comprend ce que c'est. Et donc, ça arrange tout le monde. Comme, il y a eu, c'est vrai, peut-être aussi avec la cancel culture, c'est-à-dire de vouloir, par exemple, des choses qui ont fait très peur aux gens. Et pourtant elles étaient basées sur... Vous avez par exemple des personnalités dans l'histoire qui ont fait des choses absolument atroces, et il y en a énormément, beaucoup. Bon, si par exemple à Paris on devait débaptiser tous les noms des rues des gens qui ont fait des choses atroces, il y a beaucoup de rues qui n'existeraient pas, et donc comme certains lesquelles, se sont beaucoup... Comment? Comme lesquels, par exemple? Bon, là, il y a Bugeaud qu'on va faire, par exemple, mais il y en a d'autres, mais d'autres qui peuvent être contestables parce que c'était pas forcément la même vision qu'on avait des choses avant. Et donc, certains ont peur en se disant, oui, mais c'est quand même notre histoire, on peut pas tout renier, il faut accepter notre histoire et dénoncer ce qui n'a pas été. Et donc, le fait de dire à un moment, il faut débaptiser les rues, comme on a entendu dans certains mouvements, etc., ou de dénoncer des gens, ou de faire des choses, ça fait peur à des personnes. Et je pense que c'est pour ça que moi, j'ai jamais été pour la cancel culture, parce que je pense qu'elle peut être dangereuse à terme, même si je comprends que, par exemple, des personnes d'origine africaine qui ont subi l'esclavagisme, etc., ont envie de dénoncer ces hommes politiques, ces femmes politiques qui ont prôné cette idéologie scandaleuse. Sauf que là, on parle d'histoire, donc c'est factuel. Lorsque, je reviens à Donald Trump, enfin, c'est forcément, ça fait débat, et notamment Zuckerberg et forcément Elon Musk. Lorsque on a Zuckerberg, c'est plus inquiétant parce qu'on estimait qu'il était quand même un peu plus libéral. Et oui, parce que c'est justement, il retourne sa veste. Et lui tombe dedans. Elon Musk, on ne s'attendait pas à autre chose que ce qu'il est en train de faire. X d'ailleurs. Mais lui, c'est une vraie inquiétude, parce qu'on voit, il passait pour quand même quelqu'un de plutôt ouvert, libéral sociétalement, et au final, pour des craintes certainement liées à son entreprise, il laisse aujourd'hui les fake news prendre le pas, même si Facebook a quand même beaucoup perdu ces dernières années. Vous êtes sensibilisé à la notion effectivement des informations, mais vous n'êtes pas le seul. Je pense que tous les gens qui nous regardent aujourd'hui le sont, savent qu'il y a une problématique par rapport à la désinformation, à la fausse information, et je crois que aussi bien les jeunes que les plus vieux se disent, bon,
Qu'est-ce que je regarde à ce moment-là? Est-ce que c'est réel ou pas? Je crois qu'il y a une véritable sensibilisation à cela. Pour autant, si on reprend, par exemple, une vidéo qui a fait le monde entier où Donald Trump, et d'ailleurs, ça a été repris par un garçon dont j'ai oublié le nom, mais qui a fait une chanson de ça, où dit « They're eating the dogs, they're eating the cats », en parlant je crois, des portoricains qui étaient aux États-Unis. Je veux dire, on sait que ces informations-là sont fausses, et pour autant, il est élu. Oui, et ça marche. Et ça marche. Donc ça veut dire que c'est la question que je vous pose. Quel est votre sentiment? Regardez quand même le système, parce qu'on en parle extrêmement peu, mais le système électoral américain est un vrai problème. Le poids des grands électeurs. Des grands électeurs et donc des petits États très ruraux, souvent très conservateurs, à qui on peut facilement, qui sont souvent très religieux. Leur poids est démentiel. Et malheureusement, c'est comme ça qu'on a un congrès qui est un congrès extrêmement conservateur aux États-Unis. Et là, on parle des politiques, mais il y a aussi effectivement les citoyens. Et dans plusieurs États aux États-Unis, ont eu lieu des autodafés et des confiscations d'ouvrages à tendance woke, c'est comme ça qu'ils les appellent, encore une fois. Alors en plus, il y a le woke et le wokisme qui sont deux choses différentes, mais bon, notamment par les collectifs donc de parents d'élèves. Est-ce que vous craignez du coup aussi pour l'éducation des jeunes Américains? Écoutez, on voit d'abord ce qui s'est passé en Floride depuis longtemps. Hein. On voit qu'il y a, je crois, 7 États américains déjà qui interdisent de pouvoir dire le mot gay dans les écoles. C'est-à-dire qu'on en est quand même à ce point-là. C'est maintenant don't say you are gay. Enfin, c'est quand même, vous imaginez quand même la violence pour les jeunes adolescents et tout. Et là, on est dans cette tendance-là, dans cette tendance d'ailleurs que veut Donald Trump. Et vous allez voir dans les mois qui viennent ce qui va se passer dans les lois qu'il va proposer. Parce que je le dis, hein, on a beaucoup parlé des personnes trans, mais c'est beaucoup plus large que ça. Et pour les droits des femmes, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, ça va être aussi dramatique. Droits des femmes, droits des personnes racisées, vous le dites pour les personnes effectivement LGBTQIA+, ça veut dire les homos. Enfin, c'est toute une population qui aujourd'hui a peur et qui le dit, qui s'exprime. Et pour autant, on voit des mouvements conservateurs de plus en plus forts. On voit avec les Tribes Wives, toujours aux États-Unis, avec toutes ces couper les subventions fédérales des écoles publiques si elles enfreignent les lois anti-LGBT. C'est ce qu'a déclaré Donald Trump. C'est-à-dire que là, l'école... Même les hôpitaux, il a même proposé des choses, c'est délirant. Les lois anti-IVG aussi, anti-avortement. Ça veut dire que l'école est aussi et devient le premier terrain d'attaque? Bah oui, parce que c'est évidemment là où c'est le plus facile. Et quand vous interdisez des livres dans les écoles, comme on le voit aujourd'hui, et quand on fait des autodafés de livres, on sait où ça mène tout ça. Et c'est malheureusement ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Mais c'est pas depuis seulement l'élection de Donald Trump. C'est quand même un long mouvement qui existe et contre lequel aujourd'hui on est quand même un peu démunis. Et on le voit bien, la montée des réseaux sociaux fait que aujourd'hui, on est dans une situation très compliquée parce que votre journal ou d'autres chaînes où là, vous êtes obligé de vérifier vos informations. Il faut quand même être très honnête. Les jeunes générations regardent de moins en moins et sont plutôt accros à TikTok, à Instagram que à regarder les informations des chaînes, je ne vais pas dire sérieuses, ça ne veut rien dire, mais en tout cas qui font de l'information. Non, parce qu'on pourra aussi trouver des choses intéressantes sur les réseaux sociaux. Et c'est bien justement ce qui fait toute la problématique. On va revenir. C'est ça qui était intéressant avant sur Facebook. C'est que sur Facebook, il faisait quand même ce travail de pouvoir, parce qu'évidemment qu'il y a des choses intéressantes, d'ailleurs on y est toutes et tous sur ces réseaux sociaux, on les utilise, même si on se pose beaucoup de questions sur l'avenir, doit-on rester sur X, doit-on, etc. Mais ces réseaux sociaux, bien sûr, apportent des choses, mais c'était ça aussi l'intérêt de Facebook aussi, qui réagissait très vite quand il y avait par exemple des propos antisémites très vieux, ou des attaques antisémites qui ont été quand même très nombreuses ces derniers mois, ou racistes, il y avait des réactions extrêmement rapides de Facebook. Aujourd'hui, moi je pense que tout ça va s'arrêter. Est-ce que vous, par exemple, vous le dites, donc j'en profite, est-ce que vous feriez partie de ceux qui pourraient ne plus être sur Instagram, être sur Facebook, refuser d'aller... on se pose des questions. Bon, la maire de Paris a été la première à quitter X d'abord, et cette semaine, la ville de Paris a aussi, comme d'ailleurs d'autres collectivités, d'autres institutions, ont quitté. C'est une vraie question qu'il faut se poser et qui est en même temps terrible parce que ça veut dire que vous laissez la place à tous ces gens-là. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais quand vous voyez les torrents
les torrents d'insultes que vous pouvez avoir. Moi, bon, par exemple, sur X, j'ai à peu près 60 000 personnes, ce qui n'est pas si mal que ça qui me suivent, mais dans les 60 000, je sais que j'ai 10 000 personnes qui sont des personnes qui me détestent. Et c'est d'une violence quand même inouïe. Parce que, de toute façon, quand on fait la politique, malheureusement, je crois que c'est un peu le jeu. Hein. Oui, mais il y a une façon aussi, vous savez, on peut en politique ne pas être d'accord. L'insulte, la menace de mort, je ne suis pas sûr que ça fasse avancer grand-chose. C'est intéressant, parce que quand on voit l'image de l'Assemblée nationale aujourd'hui, forcément, on se demande si ça ne joue pas aussi sur la manière dont agissent les gens. Vous avez raison, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, je pense qu'au Conseil de Paris, on montre une autre image. On dit qu'on traverse l'Atlantique et on arrive en France quand même parce qu'effectivement ça nous passionne ce qui se passe aux États-Unis. On sait combien cela joue sur le monde entier, mais bien entendu, évidemment, on fait un point aussi sur la France. Les deux fondateurs du média francophone en ligne Paint, donc c'est francophone, hein, c'est la France et tous les pays où on parle français, soulignent dans leur dernier ouvrage le recul des droits LGBT, y compris en France. Quelle est votre opinion sur le sujet ? Alors, le recul, vous savez, moi je ne suis pas tout jeune, hein, donc j'ai connu, quand je suis arrivé à Paris et que j'avais 20 ans dans les années 80, franchement, être homosexuel, c'était quand même pas très simple. Non, très compliqué. Donc, vous savez, moi je donne parfois des cours à l'INSEC, j'ai des étudiants qui me disent « Oh là là, vous avez de la chance, vous ne vivez pas ce que nous, on vit, l'homophobie, la lesbophobie, etc. » Il faut recadrer dans nos pays, aujourd'hui en France, les choses ont énormément progressé. Donc on en parle plus. Non, mais c'est important cette notion-là. C'est parce qu'on en parle plus justement qu'aujourd'hui on a le sentiment que c'est-à-dire que dans la réalité, moi je pense que si on prend un pays comme le nôtre, dans notre pays, les gens ont énormément évolué et donc les gens sont beaucoup plus ouverts. Dans les années 80, l'immense majorité des gens disaient je n'accepterai pas d'avoir un enfant homosexuel. Aujourd'hui, c'est une minorité, une toute petite minorité qui dit ça. Mais il y a une violence qui a été générée notamment par ces réseaux sociaux. Qu'il ne faut pas sous-estimer, qui sont si importants aujourd'hui pour beaucoup de jeunes et qui conduisent certains même à des suicides. Ça, c'est une vraie réalité. Donc il y a une nouvelle violence, mais on ne peut pas dire que la France d'aujourd'hui est plus homophobe, moins ouverte, moins féministe, dirais même, moins... qu'elle l'était il y a 30 ans. Beaucoup de choses ont quand même avancé, mais tout ça est fragile. On le voit, c'est aujourd'hui, on fête les 50 ans de la loi sur l'IVG. Oui. C'est quand même un moment extrêmement fort. On est le seul pays au monde à avoir constitutionnalisé l'IVG. C'est très bien. Et quand on voit ce qui se passe ailleurs, c'est vrai qu'on peut avoir des grandes inquiétudes. Et bien sûr, aux États-Unis... Je vous fais réagir. On a très peu de minutes et il y a plein de choses à dire. Réagir au magazine Omerta qui vient de sortir avec en une Christine Kelly, Sonia Mabrouk et Béatrice Rosen avec « En guerre contre les fléaux qui menacent notre société ». Et c'est écrit en gros « Anti-woke en gras ». Oui. C'est quoi? C'est un mouvement, c'est de la provoque? Oui, c'est le grand truc des conservateurs. C'est dommage qu'une femme comme Christine Kelly, qui a quand même beaucoup de qualités, en soit arrivée là. Mais que voulez-vous? Elle a le droit aussi d'être extrêmement conservatrice et peut-être d'extrême droite. Les programmes d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle en France posent débat encore et toujours. Alors, à la limite, pourquoi pas? Parce que c'est vrai qu'il faut réfléchir effectivement à ce qui se passe. Mais est-ce que c'est une idéologie, selon vous, lorsque des parents sont vent debout contre ces ateliers, enfin ces cours, 3 par an, je le rappelle, est-ce que c'est une idéologie, je vais y arriver, c'est que j'ai du mal à l'imaginer peut-être, qui gagne la société ou qui parle simplement un peu plus fort que d'habitude? Alors, attendez, bon, d'abord, il faudrait remettre les choses dans le contexte. Hein. Depuis 2001, il y a cette loi qui notamment oblige à avoir à l'école, au collège, au lycée, ces 3 séances annuelles. On suit la loi, point. Mais dans la réalité des choses, c'est pas vraiment fait. D'ailleurs, en novembre dernier, on devait avoir un nouveau programme, les choses devaient bien se refaire. Alors pour finir, voilà, ça change tellement de ministre de l'Éducation qu'on sait plus où on en est. Mais dans la réalité des choses, tout ça n'est pas fait. Et là aussi, tous ces fantasmes qui sont autour de ça. Il n'est pas question d'enlever aux parents le rôle qu'ils ont, mais c'est aussi intéressant dans une école de parler, par exemple, des questions, je rappelle que c'est dans les programmes, du consentement. Est-ce qu'on n'a pas suffisamment entendu parler? On vient quand même d'avoir une affaire qui a quand même ému tout notre pays. Est-ce que c'est pas bien, dès l'école, de parler de la question du consentement, qui est un vrai problème aujourd'hui? Je pense qu'à un moment, on peut tout avoir. Moi, je me souviens,
j'étais président du CRIPS, du centre de formation du SIDA en Ile-de-France au moment où il y avait le mariage pour tous. Et nous, on formait 90% d'une classe d'âge dans les secondes sur les questions VIH, éducation sexuelle, etc. Et à ce moment-là, on a eu plein de lettres de parents qui disaient c'est scandaleux, vous prenez l'homosexualité, etc. On prenait rien du tout. On expliquait simplement ce que c'était, les sexualités qui existaient. Et ce qui était important, parce que vous imaginez, ceux qui ont des sexualités minoritaires, les homosexuels, si on parle jamais d'eux quand vous êtes enfant, c'est quand même extrêmement violent. Bien sûr. Voilà, on l'a vu dans l'histoire où on a rayé toute l'histoire des personnages homosexuels. Je pense qu'il faut qu'on revienne à la raison et que ce sont souvent des prétextes qu'en tout cas dans les écoles françaises, on dit pas, il n'y a pas des cours où on dit aux gamins et aux gamines oui, si vous changez de sexe, faites-le, c'est simple, etc. Non, ça se passe pas comme ça, c'est fou. Vous parlez effectivement de la problématique pour les homosexuels de pouvoir grandir sereinement. Je rappelle quand même que la peine de mort est demandée pour les homosexuels dans 7 pays du monde. Oui. Je les cite: Ouganda, Brunei, Mauritanie, Iran, Nigeria, Arabie Saoudite, Yémen. Dans 5 autres pays, l'Afghanistan, Pakistan, Qatar, Somalie, Émirats Arabes Unis, la peine capitale est possible, mais avec un cadre juridique incertain. Et il y a 70 pays qui pénalisent l'homosexualité, où c'est pas la peine de mort, mais quand vous allez au Sénégal actuellement, au Cameroun, etc., il y a des pays où ça se passe, c'est absolument terrible. Donc on voit que dans un pays de liberté comme le nôtre, c'est quand même peut-être bien aussi que l'éducation sexuelle, c'est peut-être un mot un peu ancien, continue, à la vie je pense qu'elle est importante, à la aux relations avec l'autre. Voilà, aux relations avec l'autre, et je le dis au consentement, parce que là-dessus, il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui, et il faut vraiment que les petits garçons, les petites filles sachent ce que c'est de pouvoir dire oui et de pouvoir dire non. Et je pense que ça, c'est très, très, très important. Peut-être beaucoup aussi de fausses idées, encore une fois, de rumeurs, de fausses informations sur ces fameux cours. Tout simplement, allez voir ce que l'on propose à vos enfants et vous verrez qu'en fonction des âges, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter. Au contraire, c'est bien fait. Merci beaucoup, Jean-Luc Romero-Michel, d'être venu sur le plateau du Grand JT. Vous êtes adjoint à la mairie de Paris, chargé des droits humains, de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Merci beaucoup. Merci. On marque une courte pause dans le Grand JT. Je reprends mon souffle et mon élocution et on se retrouve. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Anaëlle Marzelière. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Mais merci d'être avec nous, on est ravis. Vous êtes cofondatrice de Petite Muse, un média créatif qui se concentre sur le handicap invisible, dont on parle trop peu, le handicap invisible. Est-ce que justement, c'est parce qu'il est invisible? Oui, tout à fait. En fait, encore aujourd'hui, on voit avec le pictogramme que quand on parle de handicap, on pense rapidement au fauteuil roulant ou handicap qui se voit, alors qu'en fait, on sait que 80% des handicaps sont invisibles. Donc ça représente quand même plus de 9 millions de personnes en France. Et pourtant, on en parle très peu alors qu'ils sont bien présents. Alors, vous l'avez dit, 9 millions pour le handicap invisible. Si on prend toutes les formes de handicap, ça concerne 20% de la population. Oui. C'est absolument colossal. Petite Muse, c'est un duo que vous formez avec Alice Deves, qui est elle-même atteinte d'une sclérose en plaques. Quels sont les autres handicaps, justement, invisibles dont sont atteints ces fameux 12 millions de Français dont je viens de parler? Alors, pour comprendre ce que ça représente, est-ce que ça représente, on pense à la surdité, évidemment, on pense à plein d'handicaps comme ça. Nous, on les divise un peu en grandes familles pour que les gens puissent s'y retrouver. Donc déjà, il y a la sclérose en plaques qui fait partie des maladies chroniques et auto-immunes. Donc les maladies auto-immunes, c'est toutes les maladies où en fait notre système immunitaire dysfonctionne et en fait au lieu de nous défendre, il va s'attaquer à notre corps. Dans les plus connus, on a le lupus, la sclérose en plaques, le diabète par exemple. On a tout ce qui est maladie chronique comme l'endométriose par exemple. Donc c'est quand il y a une périodicité de plus de 6 mois. Tous les troubles donc psychiatriques et psychologiques. Donc là, on va avoir toute la bipolarité, la schizophrénie, les troubles anxieux et j'en passe. On a aussi tout ce qui est troubles du neurodéveloppement. Donc ce qu'on confond souvent avec la psychiatrie alors que c'est pas la même chose. Donc là, on va avoir tout ce qui est autisme, les troubles dys, donc dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, etc. Et le TDAH, qui est le trouble de l'attention sans hyperactivité. Et enfin, comme vous avez pu le citer, un peu les troubles sensoriels, donc auditifs, malentendants et malvoyance.
Alors tout ça, c'est effectivement, quand on se parle de ces troubles, on a l'impression que les personnes qui en sont atteintes ont été diagnostiquées. Et pour autant, la problématique, c'est souvent on ne comprend pas ce que l'on a par moment, sauf si c'est extrêmement visible, en tout cas par la personne qui le vit. Mais sinon, certains sont un peu démunis face à leur situation. Déjà, de faire ce chemin de compréhension, peut-être, et d'aller vers des médecins. Ce chemin, il est très très long. Donc, c'est vrai que dans toutes les interviews qu'on a pu mener, le mot qui revient souvent, c'est errance médicale de plusieurs années, voire parfois de plusieurs dizaines d'années, selon les pathologies. Plus c'est rare, plus c'est complexe. Donc, c'est vrai que le fait que ce soit invisible, si les médecins ne sont pas formés, on l'avait eu avec l'endométriose, maintenant on en parle beaucoup, mais au début, l'endométriose, beaucoup de médecins n'étaient pas formés et on disait encore aux femmes que c'était dans leur tête. Donc ça, c'est encore des choses qu'on entend beaucoup dans l'invisible où on ne comprend pas d'où vient la douleur, donc c'est peut-être dans votre tête. Donc c'est vrai que c'est toujours très complexe. L'errance médicale, elle est très très forte dans tous les cas de maladie invisible. Également pour la thyroïde, parce que finalement, sur une thyroïde qui fonctionne bien, tout va bien, mais dès qu'on passe dans des problématiques qui sont liées justement au système immunitaire, et on est un peu en décalage. Donc c'est vrai que ce sont des maladies qui sont complexes à retrouver, notamment Hashimoto, Basdo et autres. À vous deux, vous racontez évidemment le quotidien de ce handicap invisible, mais aussi les discriminations vécues dans le monde de l'entreprise, dans le cadre professionnel. C'est aussi cela, donc ce quotidien-là, que vous souhaitez partager pour peut-être sensibiliser tout le monde. Alors en fait, Petite Mue, c'est deux choses. C'est d'abord un média, comme vous avez pu le dire, sur les réseaux sociaux, où là, c'est des interviews et de la bande dessinée destinée au grand public. Mais on intervient, c'est aussi une agence, parce qu'on intervient directement en entreprise, parce qu'à force d'interviewer des gens, on s'est rendu compte que la problématique qui revenait à chaque fois, c'était handicap et travail, toutes pathologies confondues. Donc on s'est dit qu'il fallait aller directement à la source et sensibiliser les collaborateurs pour leur faire comprendre que le handicap invisible existe, qu'ils ont droit aussi d'avoir des aménagements, d'avoir ce qu'on appelle une RQTH, qui est la reconnaissance qualité de travailleur handicapé, pour avoir des aménagements au travail et travailler dans de bonnes conditions. En étant plus performant, évidemment, pour que ce soit possible pour chacun. En fait, en gros, si je comprends bien, si les gens ne le voient pas, le handicap, ils ne le comprennent pas. Des fois, ils ne le croient pas même. Il y a vraiment cet amalgame qui est souvent fait. On dit souvent que le cliché principal qui revient, c'est que si mon handicap ne se voit pas, c'est qu'il est imaginaire. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment la première chose à déconstruire. Il y a la peur peut-être aussi de ce qu'on ne connaît pas, et puis il y a le manque de connaissances. C'est aussi ça, finalement, que vous mettez en avant, le fait de passer probablement aussi à côté de super profils, des personnes qui pourraient travailler dans les sociétés. Tout à fait. On essaie d'expliquer que handicap ne veut pas dire incompétent. Donc c'est très important de comprendre que si on a les aménagements qu'il nous faut, on peut être tout à fait performant. Alice et moi, on a bien monté une entreprise en étant toutes les deux touchées par un handicap invisible et on s'en sort plutôt bien. Oui, et en termes de créativité, d'autant plus. Effectivement, sensibiliser, vous l'avez dit, donner une voix à tous ceux aussi qui sont dans l'ombre, qui travaillent effectivement aux côtés des personnes qui sont atteintes de handicap, visibles ou invisibles. Tous ceux qui peuvent sensibiliser aussi, toutes ces personnes qui ont une importance colossale dans votre quotidien. Oui, tout à fait. C'est important de sensibiliser les proches parce que c'est quand même les premiers qui nous soutiennent au quotidien. Et quand je dis proches, c'est pas forcément nos partenaires, c'est nos familles, mais ça peut être vos amis, vos collègues. La sensibilisation, elle va pas concerner uniquement le grand public pour qu'on comprenne quelqu'un qu'on croise dans la rue, pourquoi il a besoin de s'asseoir ou pourquoi j'ai besoin de libérer ma place dans le bus. C'est aussi les proches pour qu'ils aient les bons mots au quotidien et qui eux aussi comprennent comment être là, comment être présent. Alors c'est vrai qu'on a cette idée effectivement, et vous venez de le dire, de la place dans le bus pour souvent un handicap qui paraît visible ou pour une personne âgée, ou par exemple une femme enceinte. Mais quand on a un handicap invisible, quelle est la communication ou qu'est-ce qu'on pourrait dire à un lambda, quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui, se dire peut-être quelle question dois-je me poser avant même de pouvoir aider ou juger ou interpréter ? Tout simplement, il faut savoir que les personnes qui sont en situation de handicap avec des problèmes de mobilité, visibles ou invisibles, ils ont ce qu'on appelle une carte. En fait, ça s'appelle une carte de mobilité inclusion. Et que quand ils ont besoin de vous doubler dans la file d'attente de la caisse, dans la file d'attente du taxi ou de demander à s'asseoir dans le bus, ils vont vous la montrer, cette carte, parce qu'ils n'ont pas envie de vous expliquer toute leur vie, juste vous dire j'ai besoin de cette place. Et le meilleur comportement, c'est juste d'accepter de ne pas remettre en question ses propos. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de témoins de retour qui nous disent que
les gens sont agressifs et même quand on sort la carte, ils disent que c'est des fausses ou que c'est pas possible, surtout si on est jeune. Ça se voit pas et on est jeune, c'est pas possible. Donc c'est vrai qu'il faut déconstruire tout ça. Oui, et pour déconstruire, vous le faites très intelligemment justement sur votre média, dont je rappelle le nom, Petite Mue, puisque vous racontez par le biais de bandes dessinées, effectivement, ces remarques que vous subissez en fait à la pharmacie ou ailleurs. C'est ça, on essaye de se baser sur les témoignages de notre communauté, de mettre en avant ce qu'ils peuvent entendre tous les jours. Alors on ne met pas en avant que les remarques, on essaye aussi de donner un ton très positif aux médias, on essaye de montrer le quotidien, essayer parfois de rire un peu de certaines situations, parce que c'est important aussi de dédramatiser les situations, c'est déjà pas simple tous les jours, alors si en plus on n'ose pas en parler parce qu'on pense que ça va être triste, c'est important d'essayer de prendre un angle assez bienveillant et humoristique, si je puis dire. C'est vous qui les créez, ces BD ? Oui. Donc vous êtes à la fois dessinatrice, illustratrice, enfin graphiste, oui. Et puis en même temps auteur ? Oui, je l'ai fait de A à Z. D'ailleurs, on a sorti notre première BD l'année dernière, où là, c'est un vrai livre qu'on s'est auto-édité et qui s'appelle Charlie au pays des invisibles. Du coup, qu'on a pu partir à la rencontre d'une trentaine de pathologies qu'on a personnifiées à travers dans ce livre. Oui, parce que effectivement, c'est ce qui marche sur votre plateforme aussi, c'est ces petites bandes dessinées que vous retrouverez si vous allez voir, qui sont très drôles, avec un ton effectivement assez acerbe, assez pince sans rire, et en même temps qui fait réfléchir, bien entendu, parce que c'est le but. Mais peut-être que c'est ça aussi qu'il faut peut-être partager assez fréquemment, via les réseaux sociaux, au moins que ça serve à quelque chose, ces réseaux sociaux, se dire que, on peut faire réfléchir en un clin d'œil avec humour quand on dit qu'on remet en question le fait peut-on rire de tout. En l'occurrence, vous le dites vous-même, on peut rire du handicap invisible, au contraire, ou d'une situation qui n'est pas comprise. Partir à la rencontre, effectivement, et vous le faites très bien avec ceux qui sont dans l'ombre, de tous ceux qui ont créé des initiatives autour du handicap. C'est aussi un projet que vous avez à travers la France ? Oui, on aimerait bien développer un documentaire, un peu une sorte de tour de France des initiatives du handicap. C'est quelque chose qu'on aimerait concrétiser d'ici cette année ou début 2026, mais c'est encore en cours d'écriture et en cours de construction, parce que c'est un gros projet, il y a beaucoup de choses à anticiper et à mettre en place, mais c'est notre futur projet. L'année dernière, c'était la BD, cette année, ce serait le documentaire. Oui, et puis il y a eu quand même, entre les deux, il y a quand même eu les JO, donc les Jeux olympiques et paralympiques, une façon aussi de voir différemment le handicap en France. Est-ce que vous avez l'impression que ça a modifié le regard des gens ? On voit qu'il y a eu beaucoup d'interrogations. On avait beaucoup, moi je le vois dans ma famille quand on regardait les Paralympiques, les remarques de mais lui, il a ses deux bras, ses deux jambes, je comprends pas c'est quoi son handicap aux Paralympiques. Donc c'est vrai qu'on voyait que les questionnements étaient encore là, mais qu'on voit quand même que la parole se libère et qu'il y a de l'intérêt et qui se pousse et que les gens commencent à s'intéresser et à comprendre que ça existe, alors doucement, mais on voit qu'il y a une petite évolution petit à petit, on espère que ça ira de plus en plus vite. L'intérêt aussi dans les écoles, est-ce que vous intervenez ? Oui, tout à fait. Je suis intervenue il n'y a pas longtemps, il y a un mois, dans une école à Rennes, et où on voit que les enfants sont limite plus renseignés que les adultes parfois, et ont nos filtres, on va dire, pour poser leurs questions, et finalement c'est souvent assez bienveillant, parce que de toute façon c'est important d'en parler avec eux aussi, parce que ce sont nos managers de demain, si je puis dire, donc eux aussi ils ont besoin d'être sensibilisés, et puis c'est important pour éviter le harcèlement scolaire au maximum aussi. Quel a été votre regard lorsque vous avez vu, je l'imagine, les rencontres du Papotin ou le Papotin, vous avez vu cette émission ? Oui. Voilà, ce magazine qui a été créé aussi. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Je trouve le concept original et montrer aussi qu'on peut donner la parole à tout le monde et qu'on peut aussi... alors évidemment, dans le cas des Papotins, il y a toute une organisation qui est mise en place, effectivement, mais c'est vraiment une super initiative et je trouve ça, parce que ça fait quand même un moment, je ne sais plus à combien de saisons ils sont, mais ça fait un moment que ça existe. Ça fait un moment, ouais. Et je trouve ça génial, ils ont été en fait limite avant-gardistes, parce que maintenant on parle de plus en plus du handicap, mais eux ils étaient un peu avant-gardistes sur le sujet. Voilà, de modifier aussi le regard des autres sur la question du handicap, redire à quel point c'est important. 80%, vous dites, des maladies, des situations de handicap sont des handicaps invisibles, donc des handicaps qui a priori ne se voient pas et qui pour autant effectivement complexifient le quotidien de ces personnes-là. Merci beaucoup Anaëlle Marzelière d'être venue sur le plateau du Grand JT. Vous êtes donc cofondatrice avec Alice Deveste de Petite Mue, un média donc, que l'on retrouve
partout, une plateforme, c'est ça? Sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram, mais on a aussi un site internet pour les gens qui n'ont pas les réseaux sociaux. Voilà, merci mille fois d'être venue sur le plateau du Grand JT. On va tout de suite retrouver Louisa pour sa chronique. Louisa, dans votre chronique, vous nous parlez du documentaire intitulé Avicii I'm Team, j'espère que je l'ai bien dit, un documentaire dédié au DJ et producteur mondialement connu sous le nom de Avicii. Et vous l'avez très bien prononcé, Virginie. Merci, Alors, merci. Netflix a encore frappé en diffusant Avicii I'm Team, ce film documentaire qui revient sur la vie du génie des platines qui aura tant marqué la génération début des années 2000. J'ai nommé Avicii de son vrai nom, Tim Bergling, que l'on voit en photo prise de son Instagram, car sa page Instagram est encore active. Artiste incontournable de l'électro, sa passion pour la mélodie avait propulsé le DJ, producteur, compositeur suédois au statut de star mondiale avant de nous quitter en 2018 à l'âge de 28 ans des suites d'une dépression. Avicii I'm Team, le documentaire, on en regarde un extrait. I always loved music. I knew that whatever I wanted to do later in life, I wanted to do something creative. I was just working, sending my stuff out. In such a small time, you completely killed it. When there's so many people that come here for just you, it was incredible. It doesn't feel real. It must have been levels the first time I heard Avicii. And I had that feeling that I get when I really love something. We got these opportunities that we'd never been presented with before. Alors je ne sais pas vous Virginie, mais moi j'ai dansé de longues heures sur les titres de Avicii. Ouais, bien sûr, moi aussi. Sur n'importe quel titre d'ailleurs. Vous pouvez me lancer sur Madonna ou France Gall, dans les deux cas, ça marche. Bon là on va rester concentré sur Avicii, Aussi. si vous voulez bien. Bon Aussi, alors, pardon. pour ne citer que quelques titres, on retrouve Addicted to You, Hey Brother, I Need a Dollar, Wake Me Up, enfin on pourrait en citer beaucoup. Mais chez vous, si vous ne connaissez pas ces musiques, je vous encourage à aller les écouter. C'est un peu de liberté par-ci, de la bonne ambiance par-là et un autre pur moment de joie. Alors il était adulé de la nouvelle génération parce qu'il improvisait aussi sur tous les genres, pop, house, électro, même country, enfin bref. Il s'aventurait toujours sur des chemins inattendus. Alors on apprend quoi d'autre dans ce documentaire aussi, Lisa? Eh bien, ce film est tiré de centaines d'heures d'images privées de la vie de Tim, de la toute première à la toute dernière photo, ainsi que d'enregistrements avec ses proches. Voici ce qu'on peut lire en caractère gras à l'ouverture du documentaire. C'est une réalisation d'1h30 où l'on entre directement dans l'intimité de l'artiste. On le voit au début dans sa chambre d'ado avec ses amis commencer à composer. On voit son ascension fulgurante lorsqu'il touche le sommet, notamment grâce à son titre Levels, paru en 2011. On voit son processus créatif, ses combats, et ceci jusqu'à sa chute en 2018. Un documentaire que l'on pourrait finalement décomposer en deux parties. Une première plutôt lumineuse, où l'on voit son ascension, et une autre plongée dans le noir, où on le voit chuter. Ajouter à cela quelques larmes, mais ceci, ça reste très subjectif, Virginie. Le réalisateur Henrik Burman a travaillé à partir d'archives. Il a collecté des témoignages de ses proches, ou encore d'artistes qui ont pu l'accompagner. 100 heures d'archives, c'est très long. Et le réalisateur confiait au magazine américain Billboard, je cite, « Il y avait des moments dans ses interviews où il disait « Cela me décrit vraiment en tant que personne, donc si jamais un documentaire est fait sur moi, vous devriez utiliser cela pour raconter l'histoire. » Voilà de quoi donc il s'est aidé. Et l'histoire de la musique avec un grand H, eh ben, Avicii y aura largement participé et contribué. Dans le documentaire, on voit David Guetta, Neil Rogers ou encore Coldplay. Tous témoignent du génie d'Avicii et de son talent pour les arrangements et la mélodie. Mais alors, qu'est-ce qui va le faire basculer dans cette lourde dépression? Beaucoup de choses. La pression, son statut de star planétaire, frénésie des tournées, folie médiatique. Et on l'entend beaucoup dans le documentaire. Beaucoup répètent que les frontières entre Tim et Avicii étaient devenues floues, ce qui entraîna une grande dépression au point où il le dit, ne plus lui donner envie de faire de musique. Ensuite, il deviendra addict aux drogues et à l'alcool. Mais on va regarder un autre extrait de la bande-annonce qui montre ce côté un peu plus noir de sa vie et du documentaire. He was really broken about it. I knew that the touring was really having a toll. I was running after some idea of happiness that wasn't my own. I didn't like being a persona. As an artist, you have to start looking at yourself as a character. And the line between Tim and Avicii were blurred. If someone would ask you, what's your story? Who are you? What would be the answer? I'm Tim.
Alors on l'a vu et on l'entend aussi, la musique est beaucoup plus douce, c'est beaucoup plus noir, donc ça c'est la deuxième partie qui montre sa chute. Alors il va tenter de se soigner, Avicii, grâce à la méditation transcendantale, qui sont donc des techniques de relaxation. Il passe aussi par la médecine holistique qui met en parallèle corps et esprit, mais il ne se remettra jamais de sa dépression et il se suicida le 20 avril 2018, laissant derrière lui sa famille, mais aussi des millions de fans. Quant à son pseudo Avicii, je suis allée voir ce que cela signifiait. Eh bien, c'est tiré des bouddhistes et ça signifie le premier niveau d'enfer, ce qui caractérise aussi beaucoup la fin de sa vie. Mais le documentaire ne s'arrête pas là, il soulève énormément de questions. Quelle est la définition que d'être un artiste? À quel point faut-il mettre sa vie personnelle, sa santé mentale et son physique en péril? Que faut-il accepter pour être célèbre? Les limites de la passion? Enfin bref, toutes ces questions que soulève le film sont tout aussi importantes. Alors le documentaire Avicii I'm Team est disponible sur la plateforme Netflix et tous les sons sont à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Donc bon week-end, on peut s'ambiancer sur ce genre de musique ce week-end. Exactement, très bel hommage. Merci beaucoup Louisa. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. L'histoire de ce bouquin, elle démarre en novembre 2015 par votre rencontre avec un collectif qui s'appelle Ensemble Citoyen. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est-à-dire qu'avec Jérôme, on arrive à Grigny, c'est ce collectif, Ensemble Citoyen, qui nous appelle, en gros. Et en fait, c'est un collectif qui s'est monté juste après les attentats de janvier, et donc 2015. Et pour préciser, Amédi Koulibaly, qui est un des 3 auteurs de cette série d'attentats, a grandi dans la ville de Grigny. Alors, vous parlez même d'un moment Koulibaly. Oui, parce qu'en fait, ça a été une épreuve pour la ville. Alors, les habitants et les habitantes de Grigny, les Grignois et les Grignoises, ont été touchés, comme tous les Français, par ce moment de crise. Mais ils ont été touchés au carré, d'une certaine manière, parce que à la fois touchés comme tout le monde, mais touchés aussi parce que beaucoup de personnes avaient pu connaître Amédi Koulibaly, donc ça questionne aussi quand on a pu connaître personnellement cette personne. Et puis, très très vite, ce qui s'est passé, c'est un grand moment de stigmatisation, c'est-à-dire qu'on a, les médias ont pointé du doigt la ville de Grigny en disant que c'était une fabrique de terroristes, etc. Alors, juste pour rester très matériel, Amédi Koulibaly, certes, il a grandi dans la ville de Grigny, mais il a passé aussi la moitié de sa vie en prison. Et alors, c'est l'UDEM qui est venu à vous, c'est vous qui êtes allé à l'UDEM, et surtout, comment, depuis la Réunion, sans dénigrer la Réunion, encore une fois, des fois, on a fait quelques émissions et je sais que des fois les gens se disent « Oh là là, c'est loin, oh là là, comment on fait ?» Vous vous avez dit tout de suite « c'est possible ». Oui. Alors, c'est sûr qu'à La Réunion, comme vous l'avez mentionné tantôt, il y a une grosse mobilité de notre petite île vers une autre île, en fait, vers Montréal. C'est en discutant. On a toujours un ami d'amis, le frère d'un camarade de classe. Et puis, il y a un jour, j'ai une amie qui m'a dit « Ah, j'ai trouvé une superbe école. » On était en plein post-bac. Et elle me parle de Montréal. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser. Elle y allait, elle, ou pas? Oui. Ah, d'accord. Parce que je veux dire, bon, elle a trouvé l'école, elle n'est pas allée. Bon, moi, j'ai été reçu. On y est allé et elle y est restée. Et alors, comment ça se passe? Comment ça se déroule? Parce que bon, j'imagine qu'on n'a pas tout de suite le numéro de Michel. Qui on contacte? Ça se fait sur Internet, j'imagine. On s'inscrit. Et il y a combien de... Enfin, quel est le processus d'admission? Ok. Alors, en fait, sur la page d'accueil de l'université, j'ai pu retrouver toutes les informations en lien avec chaque programme. Donc, j'ai pu d'ores et déjà avoir une idée concrète de ce programme. En quoi ça va consister? Qu'est-ce que je vais étudier pendant ces années? Oui, parce qu'il y a un peu de choix, là. Ah oui. Ouais. Et puis, de fil en aiguille, une fois que les choix se confirment, il suffit de l'ajouter au panier, de suivre les étapes et l'admission se fait en ligne. Et ça, vraiment, c'est bien plus pratique, surtout en venant de territoires un peu plus loin comme La Réunion. Alors, on a vu aussi beaucoup de start-up françaises au CES. Où en est la France en matière d'innovation technologique? Eh bien, la France se porte plutôt bien, même si au fil des années sur le CES, on a remarqué que le nombre de start-up présentes sur cet événement est de moins en moins important. En 2021, par exemple, on avait jusqu'à 300 start-up françaises. Cette année, on n'en compte plus que 110. Ça a été une diminution progressive. Et ça s'explique par plusieurs facteurs, notamment le coût de participation à un tel salon, aussi les pavillons étrangers qui se sont développés et donc une concurrence de plus en plus accrue. Et puis aussi le besoin aussi d'optimiser en fait le retour sur investissement des startups qui se déplacent sur le salon. Et donc une volonté derrière de peut-être un peu plus cibler les startups qu'on envoie sur le salon pour avoir plus de retours positifs. Donc privilégier en fait la qualité que la quantité.
Voilà. Ce qu'on notera aussi, et c'est pas la première année, c'est qu'on a une absence de représentants politiques et institutionnels du côté de la France au CES, qui a été remarqué, qui a été particulièrement remarqué et qui est un peu contre-intuitif dans la mesure où, au cours des derniers mois, on a quand même eu des annonces qui allaient dans le sens de la French Tech et plus particulièrement du numérique, avec par exemple la nomination de Clara Chapaz en tant que ministre déléguée à l'IA et au numérique. Donc on aurait pu s'attendre à un regain de ce côté-là et malheureusement ça n'a pas été le cas. Alors après, ce qui est difficile quand on part, c'est que aussi, contrairement aussi à la fable un petit peu néolibérale qui nous entoure, on ne se fait jamais seul, et d'autant plus quand on vient d'un quartier populaire. Donc partir, c'est d'une certaine manière avoir réussi, mais c'est un petit peu trahir, parce que chaque personne qui part sait qu'elle doit beaucoup au collectif, qu'elle doit à l'enveloppement des éducateurs, des éducatrices, alors aux enseignants. Ces enseignantes, ces éducateurs, ces éducatrices qui restent. Qu'est-ce qui fait qu'eux restent? Et parfois, ils restent très longtemps. Je crois qu'en fait, soit ils arrivent, ils repartent. Ça, il y a un effet rebond assez rapide, genre je ne vais pas y arriver. Soit ils peuvent rester pendant 20 ans, 30 ans. Oui, alors dans le livre, on dresse le portrait de certains enseignants, enseignantes qui restent longtemps. Ils sont minoritaires quand même. C'est ça, voilà, c'est ce que je dis. Il y a les deux en fait. La norme, c'est de rester quelques années, de prendre des points et de repartir dans l'endroit où on a grandi. Alors, ce qui peut tout à fait se comprendre, mais ce qui est quand même aussi assez violent pour les enfants qui vivent dans les quartiers populaires, parce que du coup, il y a aussi un manque de continuité, et puis l'idée que... Et puis ils le savent très bien. Puis dans certains collèges, les enseignants tournent... Enfin, il y a des enseignants, quand les enfants arrivent en 3e, qui sont dans le collège depuis moins longtemps que les élèves eux-mêmes. Oui, et du coup, ça pose des questions pour les élèves. Est-ce que les profs sont vraiment là pour nous? Enfin, en tout cas, c'est une question... Mais celles et ceux qui restent? Alors, celles et ceux qui restent, ils sont effectivement habités par leur mission. Et en fait, dès qu'il y a une connexion aussi qui se fait avec l'extérieur, en fait, en gros, des établissements, et qu'on comprend aussi tout l'environnement, en fait, extérieur à l'école et aux institutions, et que cette connexion se fait, c'est vrai que du point de vue des enseignants, des enseignantes, il y a un retour, en fait. C'est-à-dire que quand vous restez, on va vous rendre aussi votre présence. Il y a une reconnaissance. Oui, il y a une reconnaissance, et puis on comprend aussi que son métier a du sens. En parlant de salaire, en parlant de budget, ça coûte combien surtout? Est-ce qu'il y a des bourses? Alors, premièrement, on a la chance d'avoir l'entente qui nous lie entre la France et le Québec. Et cette entente fait qu'un étudiant ayant la citoyenneté française ou belge paye 3 fois moins que quelqu'un qui viendrait d'un autre pays. D'accord. Alors, c'est autour de 5 000 € par année pour un étudiant qui serait au niveau de la licence. Et au niveau du master et doctorat, c'est à peu près autour de 3 000 €. D'accord. Oui, il y a des bourses. Il y a des bourses d'excellence. Peut-être pas le premier trimestre, mais si la personne se démarque dans le cadre de son dossier académique, il peut avoir des bourses d'excellence. Pourquoi Elon Musk voudrait s'emparer comme ça des activités américaines de TikTok? Eh bien, a priori, déjà pour continuer l'expansion de son empire et de son empire numérique plus précisément, avec le développement d'une audience d'autant plus massive et notamment d'une audience plus jeune, puisque TikTok, on le sait, rassemble surtout les jeunes générations, là où sur X, on n'a pas forcément les mêmes tranches d'âge. Il y a une volonté aussi, bien évidemment, de renforcer du coup sa position dominante en tant qu'acteur du numérique. Il y a certainement aussi une volonté de diversifier ses revenus. Et puis, on peut aussi imaginer qu'il y a une volonté de la part d'Elon Musk de contrôler des données et avoir une influence médiatique bien plus importante. Voilà. Quelles seraient les synergies potentielles entre TikTok et X, l'ex-Twitter? Eh bien, dans un premier temps, déjà, on peut peut-être espérer, enfin en tout cas, Elon Musk, s'il fait ce rachat, peut espérer pouvoir faire des publicités croisées sur les différentes plateformes, là encore dans une logique économique, puisque on le sait, X, ça lui a quand même coûté 44 milliards $, donc il faut renflouer les caisses. Voilà. Rembourser. Et puis, il y aura également certainement un impact sur les partenariats avec les créateurs. Peut-être que ce qu'on retrouve sur TikTok sera exporté sur X. Voilà, il y a plein de possibilités
de ce côté-là. Et puis, encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, il y aura certainement un élargissement de l'audience, peut-être des plombs qui seront créés entre les deux plateformes. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Louisa, d'avoir été avec nous. On vous retrouve bientôt, j'espère. La semaine prochaine. Ben voilà, toujours là, toujours présente. À la réalisation, Kylian Soula. Le son, c'est Sully. Le maquillage, Laure Edmond, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve, bien entendu, lundi. Ciao.